Bonjour Francis Perrin. Bonjour. L'annonce d'un éventuel accord entre l'Europe, l'Iran et les États-Unis, et donc la perspective du retour du pétrole iranien sur le marché, a entraîné une baisse des prix du brut, une baisse qui s'est ressentie à la pompe. Est-ce que cela veut dire qu'un retour de l'Iran sur le marché du pétrole entraînerait une baisse durable? Baisse durable, c'est difficile à dire parce qu'il y a tellement de facteurs qui influent sur les prix du pétrole, y compris des facteurs géopolitiques, que la prévision dans ce domaine est un art non seulement très difficile, mais même impossible. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que s'il y avait la conclusion d'un accord sur le programme nucléaire de l'Iran, il est évident que cela entraînerait à court terme une baisse significative des prix du pétrole. Ça, il n'y a pas de doute, parce que déjà, l'annonce, non pas d'un accord, puisqu'il n'y a pas d'accord, mais l'annonce qu'un accord pouvait être envisagé dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, a relancé une dynamique baissière sur les marchés pétroliers dans les derniers jours. Mais on ne peut pas évidemment qualifier cette baisse éventuelle de durable, tellement il y a d'incertitudes, notamment géopolitiques, qui pèsent sur les prix du pétrole, cotés sur les principaux marchés pétroliers mondiaux tels que Londres, New York, Singapour, etc. Pour que l'on se rende compte, on sait que l'Iran est un important producteur de pétrole, mais à quel point est-ce que l'Iran joue dans la même cour que des producteurs, que les immenses producteurs que sont par exemple l'Arabie Saoudite ou d'autres pays? L'Iran est loin derrière l'Arabie Saoudite, mais c'est un important producteur de pétrole. Les deux affirmations ne sont pas contradictoires. L'Arabie Saoudite est dans le club des supergéants. Il y a trois gros producteurs de pétrole dans le monde, les trois plus gros, qui sont par ordre décroissant les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Russie. Et puis, on a ensuite de gros producteurs, mais qui viennent loin derrière ce trio de tête. Nous avons le Canada, nous avons l'Irak, nous avons les Émirats arabes unis, nous avons l'Iran, pour en citer quelques-uns. Dans le cas de l'Iran, la production de ce pays, la production pétrolière, a beaucoup baissé depuis 2018, année au cours de laquelle le président Donald Trump avait retiré les États-Unis de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien et avait remis en place des sanctions économiques très dures contre l'Iran, sanctions qui ont fait chuter la production et les exportations pétrolières de l'Iran, donc au cours des 4 dernières années. Si demain ou à court terme, un accord était conclu entre Téhéran et Washington sur ce sujet très délicat qu'est le programme nucléaire de l'Iran, cela voudrait dire que les États-Unis lèveraient ou suspendraient une partie importante de leurs sanctions économiques contre l'Iran, notamment les sanctions portant sur le pétrole, ce qui permettrait à ce pays de produire et d'exporter plus de pétrole dans un délai qu'on peut estimer à quelques ou plusieurs mois, donc du court terme. Donc supposons que demain, cela ne veut pas dire que ce sera conclu demain, mais supposons que demain, il y a un accord annoncé, l'Iran pourrait produire et exporter plus de pétrole avant la fin 2022. C'est donc un délai relativement court et pour des volumes qui sont importants. Donc, bien sûr, cela aurait un impact baissier sur le marché pétrolier mondial, en tout cas à court terme. J'ai une dernière question, Francis Perrin, et on va changer de région du monde. Pedro Sanchez a réitéré ses appels à la construction d'un gazoduc Espagne-Europe centrale. Il a déclaré « c'est ce qu'il manque à l'Europe ». Qu'est-ce qu'il entend par là? Et quel serait l'impact de la construction d'un gazoduc qui relierait l'Espagne à l'Europe centrale? Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, n'a pas tort, il a même raison, quand il souligne que s'il y avait un gazoduc qui partait de l'Espagne pour aller jusqu'en Europe centrale, cela contribuerait à réduire les risques de rupture d'approvisionnement gazier auxquels l'Europe fait face dans le contexte de la guerre en Ukraine, de sa volonté de se passer à moyen terme du gaz russe et de la réduction par la Russie et par Gazprom de ses livraisons à l'Europe, comme on l'a vu à plusieurs reprises et encore tout récemment en 2022. Alors pourquoi ?
L'Espagne est un pays qui importe beaucoup de gaz naturel liquéfié, du gaz transporté par bateau, des bateaux que l'on appelle des méthaniers. Mais pour recevoir ces méthaniers, il faut des installations spéciales. Il faut des terminaux GNL, GNL pour gaz naturel liquéfié. Et certains pays en Europe en ont un peu, d'autres beaucoup, d'autres énormément, et certains pas du tout. Pas du tout, par exemple l'Allemagne. La France en a 4, ce qui est beaucoup. L'Espagne en a 6, ce qui est extrêmement important. Et donc, s'il y avait des liaisons par gazoduc plus importantes entre l'Espagne et le reste de l'Europe, en passant évidemment par la France, parce que la géographie est évidemment incontournable, cela permettrait à l'Espagne d'importer du gaz naturel liquéfié qui arriverait dans ses terminaux GNL, de regazéifier le gaz, et ensuite de l'évacuer par gazoduc vers d'autres pays européens, dont l'Allemagne et les pays d'Europe centrale et orientale. Donc le Premier ministre espagnol a raison de dire que c'est un enjeu important, mais qui se heurte à un problème clé, c'est que la France, depuis des années, n'est pas très enthousiaste à l'idée de renforcer ses interconnexions gazières avec l'Espagne. Et si ça ne passe pas par la France, eh bien évidemment, ça ne peut passer nulle part en termes de gazoduc. Merci pour toutes ces explications une fois de plus, Francis Perrin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à